Un millionnaire, lors d'un voyage, tombe en panne avec sa voiture et un mécanicien l'aide. Le millionnaire est bouleversé en voyant son pendentif, le même que son fils portait lorsqu'il a disparu il y a de nombreuses années. Édouard Moreau était un homme dont le succès dans les affaires était indiscutable. Propriétaire d'une vaste fortune et de plusieurs entreprises lucratives, il avait tout acquis, tout ce dont beaucoup ne font que rêver. Cependant, aucune de ses réalisations professionnelles ne parvenait à combler le vide qu'il ressentait depuis le jour où il avait perdu son fils, Alexandre. C'était un sentiment qui ne le quittait jamais, une ombre constante qui planait sur sa vie. 20 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture tragique qui avait changé sa vie à jamais. Lui et sa femme, Marianne, se rendaient à leur maison de campagne, une échappatoire temporaire à l'agitation de Paris. Alexandre, alors âgé de 7 ans, était sur la banquette arrière, tout excité par le voyage. Mais ce qui aurait dû être un week-end de repos et de joie s'est transformé en cauchemar. La route sinueuse et la forte pluie ont créé les conditions parfaites pour un désastre. La voiture d'Édouard a dérapé dans un virage et est tombée dans un ravin profond. Lorsqu'il a repris conscience, toujours coincé au volant, il a vu que Marianne était blessée, mais vivante. Mais Alexandre n'était nulle part. La recherche désespérée qui a suivi s'est avérée infructueuse. Le corps du garçon n'a jamais été retrouvé, et avec le temps, l'espoir qu'il soit secouru vivant s'est évanoui. Depuis ce jour-là, la vie d'Édouard n'a plus jamais été la même. Marianne, bien que forte dans sa douleur, s'accrochait à la moindre possibilité qu'Alexandre soit encore en vie, quelque part. Elle gardait sa chambre intacte, avec les jouets et les livres alignés exactement comme il les avait laissés. Pour elle, c'était une manière de garder l'espoir vivant. Mais pour Édouard, chaque jour qui passait était une confirmation que son fils était réellement perdu, et cela le consumait de l'intérieur. Le manoir où il vivait s'était transformé en un mausolée de souvenirs douloureux. Les couloirs, autrefois remplis des rires d'Alexandre, résonnaient maintenant d'un silence oppressant. Le travail était devenu la seule échappatoire pour Édouard. Il s'était jeté dans les affaires, étendant son empire avec une férocité que beaucoup admiraient, mais que peu comprenaient. Il cherchait, à travers le succès, une manière d'oublier la douleur, mais la vérité était que le succès ne faisait que l'amplifier. Marianne voyait son mari s'éloigner de plus en plus, immergé dans sa propre douleur. Elle voulait l'aider, mais elle savait que ses tentatives de maintenir l'espoir en vie l'irritaient souvent. Ils vivaient ensemble, mais séparés par une barrière invisible de deuil et d'incompréhension. Marianne passait des heures dans la petite chapelle qu'ils avaient construite sur le terrain du manoir, priant pour un miracle qui ramènerait son fils, ou du moins, qui apporterait la paix à Édouard. Les nuits étaient les pires pour Édouard. C'était le moment où le silence du manoir semblait plus lourd et les souvenirs surgissaient sans prévenir. Il se retrouvait souvent à contempler la seule photographie d'Alexandre qu'il gardait dans son bureau, le visage souriant du garçon gravé dans son esprit. Il se demandait à quoi ressemblerait Alexandre maintenant, s'il avait survécu. Serait-il un jeune homme, peut-être prêt à suivre les traces de son père dans les affaires, ou peut-être tracerait-il son propre chemin? Ces pensées le hantaient constamment, mais elles étaient rapidement remplacées par la réalité cruelle qu'il ne saurait jamais. Ce qui faisait le plus mal à Édouard n'était pas seulement la perte, mais le vide laissé par l'absence de clôture, l'absence de corps à enterrer, d'adieux appropriés. C'était comme si une partie de lui était restée bloquée ce jour-là, incapable de tourner la page. Même 20 ans plus tard, le deuil d'Édouard ne s'était pas atténué. Au contraire, il semblait s'intensifier chaque année, alors qu'il voyait les enfants de ses amis grandir et devenir de jeunes adultes. Il se demandait ce que ce serait de voir Alexandre vieillir, partager avec lui les joies et les défis de la vie. Ces réflexions le laissaient enfermé dans un cycle de tristesse et de regrets dont il ne pouvait s'échapper. Mais la vie continuait de lui offrir de nouvelles opportunités, même s'il ne les voyait pas. Bientôt, un voyage d'affaires le conduirait sur une route isolée, où le destin, toujours imprévisible, commencerait à tramer une rencontre qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La vérité, enterrée depuis tant d'années, commencerait à émerger, apportant avec elle à la fois de la douleur et la possibilité de rédemption.
La routine d'Édouard était marquée par un emploi du temps méticuleusement planifié. Bien que le travail fût une distraction, il savait qu'il ne pouvait échapper à ses devoirs d'homme d'affaires. L'expansion des affaires familiales exigeait son attention constante, et ce matin-là, il se préparait pour un voyage important dans une région reculée du centre de la France. Le voyage avait pour but d'évaluer une nouvelle acquisition pour son entreprise, une propriété qu'il espérait transformer en un projet agricole de grande envergure. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec Édouard révisant des documents dans son bureau avant de partir. Le manoir était silencieux, comme d'habitude, et Marianne était déjà partie pour sa routine de prières à la chapelle. Édouard savait que c'était la façon dont sa femme faisait face à la perte, mais il préférait ne pas trop y penser. Pour lui, se concentrer sur le travail était plus facile que d'affronter la réalité du vide dans sa vie. Le voyage en voiture jusqu'à la propriété devait être tranquille. Son chauffeur, Jacques, était habitué à ces déplacements et connaissait bien les routes de la région. Cependant, à mesure qu'il s'éloignait de la ville, le climat commença à changer. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon et l'air semblait plus lourd, annonçant une tempête. La route qu'il suivait devenait de plus en plus étroite et sinueuse, traversant des forêts denses et des montagnes qui s'élevaient, imposantes. Les arbres le long du chemin projetaient de longues ombres sombres, créant une atmosphère qui semblait de plus en plus isolée du reste du monde. Édouard, assis à l'arrière, regardait distraitement par la fenêtre, ses pensées vagabondant entre ses engagements professionnels et les souvenirs qu'il tentait de maintenir enfouis. Soudain, sans avertissement, la voiture commença à perdre de la vitesse. Jacques fronça les sourcils et tenta d'accélérer, mais le véhicule ne répondit que par un bruit étrange et un tremblement inquiétant. « Monsieur Moreau, il semble que nous ayons un problème », dit Jacques, essayant de garder son calme. Édouard ressentit une vague d'irritation. Il détestait les imprévus, surtout lors de voyages d'affaires. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, essayant de cacher son impatience. « Je ne suis pas sûr, monsieur. Je vais devoir m'arrêter pour vérifier le moteur, » répondit Jacques, tout en se rangeant sur le bord de la route. La route était déserte, sans aucun signe d'autres véhicules ou de toute forme de civilisation à proximité. Juste la forêt dense et le silence oppressant. Jacques sortit de la voiture et souleva le capot, examinant le moteur avec une expression concentrée. Édouard, pour sa part, resta à l'intérieur du véhicule, regardant autour de lui avec une sensation croissante d'inconfort. Quelque chose à propos de cet endroit le dérangeait, bien qu'il ne puisse pas expliquer exactement ce que c'était. Peut-être était-ce l'isolement, ou peut-être le fait qu'il n'aimait pas les situations qui échappaient à son contrôle. Après quelques minutes, Jacques revint à la voiture, le visage légèrement plus préoccupé. « Monsieur, il semble que le problème soit dans le système d'allumage. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour essayer de réparer, mais cela pourrait prendre un moment. Et malheureusement, nous n'avons pas de réseau ici pour appeler de l'assistance. » Édouard soupira, réalisant qu'il n'avait pas beaucoup d'options. « Faites de votre mieux, Jacques. Je vais attendre ici. » Le temps semblait s'étirer tandis que Jacques tentait de réparer la voiture. L'orage menaçant ne s'était pas matérialisé, mais le ciel restait chargé de nuages sombres. Le silence n'était rompu que par les bruits occasionnels de la forêt et le cliquetis des outils de Jacques. Après un certain temps, alors qu'Édouard commençait à envisager des alternatives pour résoudre la situation, un bruit lointain attira son attention. Un moteur approchait, et bientôt une vieille voiture poussiéreuse apparut au détour de la route. Le véhicule semblait déplacé dans ce décor, comme s'il appartenait à une autre époque. La voiture ralentit en apercevant le véhicule d'Édouard à l'arrêt, et un jeune homme en descendit. Il portait des vêtements simples et usés, et ses cheveux étaient en désordre, comme s'il ne se souciait guère de son apparence. Le jeune homme s'approcha de Jacques, et après une brève conversation, il se dirigea vers la voiture où se trouvait Édouard. « Bonjour, monsieur, je m'appelle Romain. Jacques m'a dit que vous aviez des problèmes. Je suis mécanicien et je peux aider si vous le permettez. » Édouard regarda le jeune homme, surpris par son apparition soudaine. « Oui, bien sûr, nous apprécions toute aide. » Romain sourit et se dirigea vers le moteur, commençant à travailler aux côtés de Jacques. Il y avait quelque chose chez le jeune homme qui attirait l'attention d'Édouard, une certaine assurance dans ses mouvements, une familiarité avec la tâche, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait.
En observant Romain travailler, Édouard commença à ressentir un malaise inexplicable. Quelque chose chez ce jeune homme le troublait d'une manière qu'il ne parvenait pas à comprendre. Peut-être était-ce la situation inhabituelle, ou peut-être simplement le sentiment de vulnérabilité sur une route isolée, mais Édouard ne pouvait détacher ses yeux du jeune mécanicien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette rencontre inattendue était sur le point de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tandis que Romain travaillait diligemment sur le moteur, Édouard ne pouvait écarter le sentiment croissant d'inquiétude. Quelque chose chez ce jeune homme le perturbait profondément, mais il ne savait pas quoi. Peut-être était-ce la confiance silencieuse avec laquelle Romain se déplaçait, comme si réparer des voitures était la chose la plus naturelle au monde pour lui. Peut-être était-ce le décor lui-même, la route isolée, le ciel sombre menaçant de pluie, et le son lointain des corbeaux qui créait une atmosphère presque surréaliste. Pendant un instant, Édouard tenta de chasser ses pensées en se concentrant sur le travail. Il commença à réviser mentalement les détails du projet qu'il allait évaluer, essayant de se distraire. Cependant, ses yeux revenaient sans cesse à Romain, et c'est à cet instant qu'il remarqua quelque chose qui le paralysa. Pendu au cou du jeune mécanicien, il y avait un simple collier, mais immédiatement reconnaissable pour Édouard. C'était un collier avec un petit pendentif, identique à celui que son fils Alexandre portait le jour de l'accident. Ce collier était un héritage familial, transmis de génération en génération, et était unique par sa simplicité et sa signification. Le cœur d'Édouard s'emballa et pendant un moment il ne put respirer. Il lutta pour rester calme, mais son esprit était en ébullition. Comment ce collier, qu'il était sûr qu'Alexandre portait le jour de l'accident, pouvait-il maintenant se trouver autour du cou d'un mécanicien inconnu? Tentant de contrôler l'agitation dans sa voix, Édouard finit par rompre le silence. « Romain, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « ce collier que vous portez, puis-je vous demander d'où il vient ?» Romain s'arrêta dans ce qu'il faisait et porta la main à son collier, le touchant comme si c'était quelque chose à quoi il ne pensait que rarement consciemment, mais qui avait toujours été là. « Ah, ce collier ?» répondit-il, un peu surpris par la question. « Je ne sais pas grand-chose à son sujet, monsieur. Quand j'étais enfant, on m'a retrouvé après un accident de voiture. Ils m'ont dit que je portais ce collier quand j'ai été secouru. Depuis, il est la seule connexion que j'ai avec mon passé. » Édouard sentit un frisson glacial parcourir son échine. Les mots de Romain semblaient un écho lointain de ses propres souvenirs. Un accident de voiture, un jeune trouvé sans souvenir, un collier unique qui appartenait à sa famille, tout cela s'alignait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Mais est-ce possible? Ce jeune homme pourrait-il être Alexandre, son fils perdu? Vous souvenez-vous de quelque chose avant l'accident? Demanda Édouard, tentant de ne pas laisser transparaître le désespoir dans sa voix. Romain secoua la tête négativement, avec un regard de résignation. « Non, monsieur. Les souvenirs de ma vie avant l'accident sont un vide total. J'ai été emmené à l'hôpital, puis j'ai été élevé par une famille qui m'a trouvé et m'a appris l'art de la mécanique. Mais de mon passé, je ne sais rien, juste ce collier. » Les mots de Romain tombèrent sur Édouard comme une tempête. Il s'efforçait de comprendre les implications de ce qu'il entendait. Si Romain disait la vérité, alors il y avait une réelle possibilité qu'il soit Alexandre. Mais comment aurait-il pu survivre à l'accident? Et comment avait-il pu se retrouver entre les mains d'une autre famille, sans jamais se souvenir de qui il était vraiment? Alors que ces questions résonnaient dans son esprit, Édouard savait qu'il devait agir. Mais en même temps, il sentait le poids de ne pas pouvoir créer de faux espoirs, ni pour lui-même, ni pour Marianne. La douleur de la perte était trop grande pour être ravivée sans certitude absolue. « Romain, dit Édouard avec une urgence croissante dans sa voix, et si je pouvais vous aider à en savoir plus sur ce collier et sur votre passé? Je connais des gens qui peuvent nous aider à enquêter. Si vous êtes prêts, nous pourrions chercher des réponses ensemble. » Romain sembla surpris par l'offre, mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Édouard, une sincérité désespérée qui le poussa à considérer la proposition. « Je n'y ai jamais vraiment pensé, » admit Romain. « Mais si vous pensez qu'il y a quelque chose à découvrir, j'accepte votre aide. Après tout, j'ai toujours voulu savoir qui je suis vraiment. » Édouard acquiesça, sentant une nouvelle détermination grandir en lui. « Alors faisons-le. Découvrons la vérité. »
Il se pourrait que nous trouvions des réponses que vous n'aviez jamais imaginées. » Tandis que Romain retournait travailler sur la voiture, Édouard s'éloigna un peu, essayant de rassembler ses pensées. Cette rencontre inattendue commençait à tout changer. Si Romain était vraiment Alexandre, la vie de tous allait changer pour toujours. Mais, avant de laisser l'espoir éclore pleinement, il savait qu'il avait besoin de preuves. Des preuves qui confirmeraient que le destin avait, d'une manière ou d'une autre, ramené son fils à lui. La route à venir serait longue et pleine d'incertitudes, mais Édouard était déterminé à la suivre. Ce qu'il ignorait, c'était que cette enquête le conduirait à affronter des secrets du passé, révélant une vérité qui pourrait autant guérir que blesser. Les jours qui suivirent la rencontre sur la route, Édouard ne pouvait chasser Romain de son esprit. La possibilité que le jeune mécanicien puisse être son fils, Alexandre, le hantait. Il savait qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer les coïncidences, le collier, l'histoire de l'accident, l'amnésie. Tout cela le poussait à croire qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière cette apparition soudaine. Déterminé à découvrir la vérité, Édouard contacta l'un de ses plus anciens amis, Alain Durand, un détective privé à la retraite qui avait travaillé pour la famille Moreau à plusieurs reprises par le passé. Alain était connu pour sa capacité à déterrer des secrets enfouis et pour sa discrétion impeccable. S'il y avait bien quelqu'un en qui Édouard pouvait avoir confiance pour enquêter sur cette histoire, c'était Alain. « Alain, j'ai besoin de ton aide », commença Édouard lors d'un appel téléphonique, sa voix chargée d'urgence. « J'ai rencontré un jeune homme qui, il y a une chance qu'il soit Alexandre. Mais j'ai besoin de preuves. J'ai besoin que tu enquêtes sur son passé, que tu découvres où il a été trouvé, qui l'a recueilli, et tout ce que tu pourras découvrir. » Alain, à l'autre bout du fil, resta silencieux un moment, assimilant les informations. « Édouard, c'est une affaire sérieuse. S'il y a une chance que ce jeune homme soit vraiment ton fils, tu dois être prêt à affronter ce que nous pourrions découvrir. Et s'il ne l'est pas, comment vas-tu gérer cela ? » « Je sais, » répondit Édouard d'une voix ferme, bien qu'une note d'anxiété soit perceptible. « Mais je ne peux pas vivre sans savoir. J'ai besoin de ces réponses, Alain. J'ai besoin de la vérité. » Alain accepta de prendre l'affaire en main et commença son enquête immédiatement. Son premier pas fut de recueillir des informations sur l'accident dont Romain avait parlé. Il se rendit à l'hôpital où Romain avait été transporté après avoir été retrouvé, situé dans une petite ville de province. Là, il fouilla dans les archives anciennes, à la recherche de tout dossier pouvant relier Romain à une identité passée. Après des heures de recherche, Alain trouva ce qu'il cherchait. Un rapport médical datant d'environ 20 ans, décrivant l'état d'un jeune garçon inconnu qui avait été retrouvé dans un ravin après un accident de voiture. Le garçon, grièvement blessé, n'avait aucune identification sur lui, à l'exception d'un collier pendu à son cou. Le même collier qui était maintenant entre les mains d'Édouard. Le rapport indiquait que le garçon avait été transporté dans un hôpital voisin où il avait été soigné pendant des semaines en raison de la gravité de ses blessures. Pendant tout ce temps, il n'avait pas dit un mot sur son passé. Lorsqu'il reprit enfin conscience, il ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de l'endroit d'où il venait. Les médecins pensaient que le traumatisme de l'accident avait provoqué une amnésie sévère. Alain découvrit également qu'après avoir été soigné à l'hôpital, le garçon avait été envoyé dans un orphelinat de la ville, où il fut finalement adopté par une famille locale qui lui donna le nom de Romain. La famille l'éleva comme son propre fils, lui apprenant le métier de mécanicien et ne posa jamais de questions sur son passé, acceptant ce que le destin leur avait apporté. Avec ces informations en main, Alain contacta Édouard pour une réunion. La rencontre eut lieu dans un café discret en périphérie de Paris, où les deux hommes purent discuter sans être dérangés. « Édouard, » commença Alain en posant un dossier sur la table, « je pense avoir trouvé les réponses que tu cherchais. D'après ce que j'ai découvert, Romain a été retrouvé après un accident de voiture, sans mémoire et sans identité. Il a été emmené à l'hôpital et, plus tard, adopté par une famille locale. Le collier qu'il portait est la seule connexion qu'il a avec son passé. » Édouard ouvrit le dossier et lut les documents méticuleusement, ses yeux parcourant les lignes de texte alors qu'il tentait de traiter l'information. Chaque mot semblait confirmer ses soupçons. L'histoire de Romain, son amnésie, le collier,
Tout s'alignait parfaitement. Alors, il y a une grande chance qu'il soit Alexandre, murmura Édouard, presque pour lui-même. Alain acquiesça, mais prudemment. Oui, mais nous ne pouvons pas encore en être absolument certains. La meilleure façon de le confirmer serait de faire un test ADN. Si tu peux obtenir un échantillon de Romain, nous pourrons le comparer avec le tien et celui de Marianne. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons avec certitude. Édouard savait qu'Alain avait raison. Il avait besoin de preuves concrètes, quelque chose qui éliminerait tout doute. « Je vais parler à Romain », décida-t-il. « Je vais lui proposer le test. S'il est vraiment Alexandre, ce test nous donnera la réponse. » Alain posa une main réconfortante sur l'épaule d'Édouard. « Prépare-toi à n'importe quel résultat, Édouard. Quoi qu'il arrive, tu as fait tout ce que tu pouvais. » Sur le chemin du retour, Édouard ressentit un mélange d'espoir et de peur. La possibilité de retrouver son fils était quelque chose qu'il n'osait plus rêver depuis des années. Mais en même temps, il craignait ce que cette réunion pourrait apporter. Et si Romain n'était pas Alexandre? Et si le test révélait une autre vérité, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter? Lorsqu'il arriva au manoir, Édouard sut qu'il devait parler à Romain au plus vite. Le jeune homme méritait de connaître la vérité, et Édouard avait besoin des réponses que seul le test ADN pouvait fournir. Le cœur lourd, il se prépara pour la difficile conversation à venir. Cet après-midi-là, Édouard sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules en se préparant à rencontrer Romain. Il savait que cette conversation pourrait tout changer et la nervosité l'accompagnait alors qu'il conduisait jusqu'à l'atelier où travaillait Romain. Le trajet sembla plus long que d'habitude, chaque kilomètre parcouru augmentant la tension en lui. À son arrivée, Édouard aperçut Romain en train de travailler sur une voiture, comme à son habitude. Le jeune homme semblait concentré, ignorant le tourbillon d'émotions qui allait bientôt être déclenché. Édouard descendit de la voiture et marcha lentement vers lui, essayant de maîtriser son anxiété. Romain leva la tête en entendant les pas et sourit en reconnaissant Édouard. « Bonjour, monsieur Moreau », dit Romain, essuyant ses mains sur un chiffon taché de graisse. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui » Édouard força un sourire, mais sentit que sa voix pouvait faillir à tout moment. « Romain, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait changer tout ce que tu penses savoir sur ton passé. » Romain fronça les sourcils, intrigué. Il s'éloigna de la voiture sur laquelle il travaillait et indiqua un petit banc à côté de l'atelier. « Bien sûr, monsieur. Asseyons-nous et discutons. » Les deux hommes s'assirent, et pendant un moment, le silence régna. Édouard tenta de trouver les mots justes, mais chaque phrase qu'il répétait dans sa tête semblait insuffisante. Comment explique-t-on à quelqu'un qu'il pourrait ne pas être celui qu'il pense être? Comment révèle-t-on à un jeune homme qu'il pourrait avoir une vie entière à redécouvrir? « Romain ?» commença Édouard, d'une voix basse, presque hésitante. « Depuis que nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux coïncidences entre ton histoire et celle de mon fils, Alexandre. Le collier que tu portes, l'accident que tu as subi, l'amnésie, tout cela m'a fait croire qu'il pourrait y avoir un lien entre nous. » Romain le fixa, perplexe, sans interrompre. Il perçut le sérieux dans les paroles d'Édouard et attendit patiemment qu'il continue. « J'ai enquêté davantage sur ton passé, » poursuivit Édouard. « J'ai parlé à des gens, j'ai examiné des registres, et tout indique que tu pourrais être mon fils, Alexandre Moreau, disparu dans un accident de voiture il y a 20 ans. » Romain resta silencieux un instant, choqué, son visage trahissant son trouble. Il regarda Édouard puis baissa les yeux avant de les relever, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il finalement. « C'est beaucoup à assimiler. Comment peux-tu en être sûr ?» Édouard prit une profonde inspiration, sachant que c'était la question qu'il redoutait le plus. « Je ne peux pas en être absolument sûr sans preuves concrètes, et c'est pour cela que je suis ici. J'aimerais te demander de faire un test ADN. Si tu es d'accord, nous pourrons comparer tes échantillons avec les miens et ceux de Marianne. Cela nous dira, une fois pour toutes, si tu es Alexandre. » Romain passa une main dans ses cheveux, manifestement ébranlé. L'idée que toute sa vie pourrait reposer sur une fausse identité le laissait stupéfait.
« Et si je ne suis pas Alexandre ?» demanda-t-il, presque dans un souffle. « Que se passera-t-il alors ?» Édouard sentit la douleur dans les paroles de Romain, et sa réponse vint du fond du cœur. « Si tu n'es pas Alexandre, alors nous resterons amis, et je ferai tout ce que je peux pour t'aider à découvrir qui tu es vraiment. Mais si tu es Alexandre, si tu es mon fils, alors nous aurons beaucoup à rattraper. Mais avant tout, je veux que tu saches que, peu importe le résultat, rien ne change le respect et l'admiration que j'ai pour toi. » Romain regarda Édouard droit dans les yeux, voyant la sincérité en eux. Ce qu'il voyait était un homme désespéré de trouver des réponses, mais aussi quelqu'un prêt à accepter quelle que soit la vérité. « J'accepte de faire le test, » dit Romain, avec une fermeté nouvelle dans la voix. « Je pense que je mérite de savoir la vérité, quelle qu'elle soit. » Édouard ressentit un immense soulagement en entendant ces mots, mais il savait aussi que la véritable épreuve était encore à venir. « Merci, Romain, » dit-il, essayant de contenir son émotion. « Je vais tout organiser le plus vite possible. Cela ne prendra pas longtemps. » Dans les jours qui suivirent, Édouard prit les dispositions nécessaires pour que le test ADN soit réalisé dans une clinique de confiance, veillant à ce que tout soit fait de manière discrète et professionnelle. Romain accepta de fournir les échantillons nécessaires et en peu de temps, tout était en cours. L'attente des résultats fut une véritable torture. Édouard passait ses nuits sans sommeil, imaginant ce que serait la vie si Romain était réellement Alexandre. Il ne pouvait s'empêcher de nourrir l'espoir qui grandissait en lui, mais en même temps, il tentait de se préparer à tout dénouement. Quand il reçut enfin l'appel de la clinique, fixant la remise des résultats, Édouard sentit tout le poids de l'instant. Il appela Romain et convint de le retrouver à la clinique, où tous deux recevraient les réponses qu'ils cherchaient tant. Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence pesant. À leur arrivée, ils furent accueillis par le médecin responsable, qui les conduisit dans une salle privée. Il remit une enveloppe à Édouard, dont les mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. En lisant les mots imprimés sur le papier, Édouard ressentit une vague d'émotions contradictoires. Il regarda Romain qui attendait en silence et finit par parler, la voix tremblante d'émotion. « Romain, le test a confirmé. Tu es Alexandre. Tu es mon fils. » Le silence qui suivit la révélation d'Édouard fut écrasant. Romain, ou plutôt Alexandre, resta paralysé, comme si les mots d'Édouard avaient figé le temps autour de lui. Ce moment, qui aurait dû être un soulagement ou une joie, était chargé de confusion et de peur. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il pensait être, semblait soudain s'effondrer. « Je suis ton fils ?» murmura Alexandre, comme s'il essayait de comprendre ce que cela signifiait. « Ça ne peut pas être réel. » Édouard, toujours tenant le papier confirmant l'identité d'Alexandre, tenta de s'approcher de lui. « Oui, Alexandre, tu es mon fils. Il n'y a plus de doute maintenant, mais je comprends que ce soit beaucoup à absorber. Moi-même, je ne sais pas quoi dire. » Alexandre recula d'un pas, essayant de tout assimiler. « J'ai vécu toute ma vie en croyant que j'étais Romain. J'avais une famille, une vie. Et maintenant, tu me dis que tout cela n'était qu'un mensonge ?» « Ce n'était pas un mensonge, » répondit Édouard, la voix pleine d'émotion. « C'était une erreur, un accident qui nous a arrachés à toi. Mais cela ne signifie pas que la vie que tu as vécue n'était pas réelle. Tu es encore celui que tu es, mais tu es aussi Alexandre Moreau, mon fils. » Alexandre luttait pour concilier les deux identités qui maintenant s'affrontaient en lui. D'un côté, il était Romain, le simple mécanicien qui avait grandi dans une petite ville, élevé par une famille adoptive qui l'aimait. De l'autre, il était Alexandre, le fils d'une famille riche et puissante, avec une vie qu'il avait à peine les moyens d'imaginer. La perte d'identité était écrasante, et il ne savait pas comment y faire face. « Je ne sais pas qui je suis, » dit Alexandre, la voix chargée d'angoisse. « Je ne sais pas comment je peux être les deux à la fois. » Édouard s'approcha encore, essayant de transmettre calme et compréhension. « Alexandre, tu n'as pas besoin de décider maintenant. Personne n'attend que tu aies toutes les réponses immédiatement. Je veux seulement que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Nous pouvons découvrir cela ensemble. » Alexandre regarda Édouard,
voyant dans ses yeux la douleur d'un père qui avait perdu son fils et en même temps l'espoir de l'avoir retrouvé. Mais pour Alexandre, cette découverte était un choc profond, une rupture avec tout ce qu'il croyait être réel. Le médecin qui avait réalisé le test ADN, percevant la tension et la nécessité d'intimité, quitta la salle discrètement, laissant père et fils seuls pour faire face aux émotions qui surgissaient. La pièce semblait rétrécir, rendant l'atmosphère plus intime, mais aussi plus oppressante. « J'ai besoin de temps », dit Alexandre, brisant le silence. « J'ai besoin de réfléchir à tout cela. Je ne peux pas simplement accepter d'être une autre personne comme ça, du jour au lendemain. »« Bien sûr, » répondit Édouard, tentant de cacher sa propre anxiété. « Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais, s'il te plaît, sache que je suis là pour tout ce dont tu as besoin, quoi que ce soit. » Alexandre hocha la tête, mais son regard était perdu, lointain. Il se leva, et Édouard ressentit une peur profonde que son fils s'éloigne à nouveau, cette fois par choix. « Tu peux me ramener à la maison ?» demanda Alexandre, sa voix désormais plus contrôlée, mais encore chargée d'incertitude. Édouard acquiesça, bien que son cœur désirât qu'Alexandre reste plus longtemps avec lui pour qu'ils puissent commencer à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais il savait que le presser à ce moment-là serait une erreur. Bien sûr, allons-y. Le trajet de retour vers la petite ville où Alexandre avait grandi sous le nom de Romain se fit en silence. Chaque kilomètre semblait une éternité, et Édouard ne savait pas quoi dire pour réconforter son fils. Il voulait désespérément qu'Alexandre accepte sa nouvelle identité, mais il craignait aussi que cela ne le détruise. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'atelier où Alexandre travaillait, il descendit de la voiture sans regarder Édouard. « Merci de m'avoir ramené », dit Alexandre, d'un ton neutre, presque apathique. « J'ai besoin d'être seul maintenant. » Édouard acquiesça, bien que son cœur fût brisé. « D'accord, Alexandre, mais s'il te plaît, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, ou viens à la maison. Tu y seras toujours le bienvenu. » Alexandre se contenta de hocher la tête avant de se retourner et d'entrer dans l'atelier, disparaissant de la vue d'Édouard. L'homme d'affaires resta immobile pendant quelques instants, observant la porte par laquelle son fils venait de passer, se sentant impuissant. En rentrant chez lui, Édouard ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. Il avait retrouvé son fils, mais le chemin ne faisait que commencer. Alexandre était là, vivant, mais encore si éloigné. La route à venir serait longue et difficile, et Édouard savait qu'il aurait besoin de toute la patience et l'amour qu'il pourrait rassembler pour aider Alexandre à retrouver son chemin. De retour à la maison, Édouard sentit le poids de la solitude plus que jamais. La maison, autrefois seulement un lieu de deuil, semblait maintenant un espace d'attente, un endroit où il attendrait le moment où Alexandre pourrait enfin accepter qui il était. Mais pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre, dans l'espoir que le temps aiderait à guérir les blessures et à les rapprocher de nouveau. Les jours qui suivirent la révélation furent marqués par une profonde turbulence émotionnelle pour Alexandre. Il tentait de reprendre sa routine en tant que Romain, mais plus rien ne semblait s'ajuster. L'atelier, qui était autrefois un lieu de confort et de familiarité, lui faisait désormais ressentir un profond décalage. Les outils qu'il manœuvrait avec tant d'habileté, l'odeur de l'huile et de la graisse, et même les sons des moteurs qu'il avait toujours apaisés, tout lui semblait différent, comme si cela appartenait à quelqu'un d'autre. Alexandre, encore en train de digérer la vérité que lui avait révélée Édouard, se retrouvait à remettre en question l'authenticité de chaque souvenir qu'il avait. Il ne pouvait se défaire de la sensation que toute sa vie avait été construite sur du sable, prête à s'effondrer à tout moment. Chaque fois qu'il regardait le collier qu'il portait encore, le symbole de son passé incertain, il ressentait le poids d'une identité désormais en conflit. « Qui suis-je vraiment ?» se demandait sans cesse Alexandre, tandis qu'il travaillait seul dans l'atelier. Ses collègues avaient remarqué le changement dans son comportement. Il était plus distant, moins bavard, et semblait toujours perdu dans ses pensées. Lorsqu'on lui demandait si tout allait bien, il se contentait de répondre par un sourire forcé, essayant de maintenir une apparence de normalité. Une nuit, incapable de dormir, Alexandre décida de retourner dans la petite maison où il avait été élevé par sa famille adoptive.
La maison se trouvait à quelques kilomètres de l'atelier, dans un petit village entouré de champs et de forêts. Il avait besoin de réponses, de comprendre ce qui s'était vraiment passé dans le passé. Peut-être que là-bas, où tout avait commencé, il pourrait trouver une certaine clarté. En arrivant, la maison était calme et sombre, mais les souvenirs d'enfance inondèrent son esprit. Il se souvenait des nuits où il s'asseyait sur le porche avec son père adoptif, parlant de la vie en regardant les étoiles. Il se souvenait de sa mère adoptive cuisinant dans la petite cuisine, l'odeur du pain frais toujours présente dans l'air. Mais maintenant, chacun de ses souvenirs semblait enveloppé dans un brouillard d'incertitude. Avec un profond soupir, Alexandre entra dans la maison et se dirigea directement vers l'ancienne chambre où il avait grandi. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il sentait qu'il devait revisiter cet endroit, peut-être pour se reconnecter avec la partie de lui qui était encore romain. La chambre était pratiquement inchangée, avec les meubles simples et le lit où il avait dormi pendant tant d'années. Il ouvrit la petite commode à côté du lit et trouva une boîte en bois que sa mère adoptive utilisait pour ranger ses objets les plus précieux. À l'intérieur, il y avait quelques photographies de son enfance, ainsi que de petits objets qui n'avaient pas beaucoup de signification pour les autres, mais qui pour lui avaient une grande valeur sentimentale. En feuilletant les photos, Alexandre ressentit une pointe de tristesse. Il était là, le jeune Romain, souriant à la caméra, heureux et insouciant, sans idée que toute sa vie était entourée d'incertitudes. Il se demandait comment il était possible de réconcilier ce garçon avec la vérité qu'il connaissait maintenant. « Comment puis-je être Alexandre ?» pensait-il en regardant fixement les photos. « Et qu'est-il arrivé à Romain, celui qui a grandi ici ?» Ces questions continuaient de le hanter, même après avoir quitté la maison et être retourné à l'atelier. Il tentait de trouver des réponses, mais plus il cherchait, plus il se sentait perdu. La crise identitaire qu'il traversait n'était pas seulement une question de nom ou de passé, c'était une question d'âme. Qui était-il vraiment ? Qu'est-ce que cela signifiait d'être Alexandre Moreau ? Et qu'est-ce que cela signifiait d'être Romain ? Les jours passaient, et Alexandre se renfermait de plus en plus. Il commença à éviter les gens, même ses amis les plus proches. Il ne savait pas comment expliquer ce qui se passait en lui, et il craignait qu'ils ne comprennent pas la profondeur de sa confusion. Une nuit, se sentant étouffé par la situation, Alexandre décida de sortir pour une longue marche. Il avait besoin d'air, de clarifier son esprit. La marche le mena jusqu'au parc où il jouait enfant, un endroit qui lui avait toujours apporté la paix. Il s'assit sur l'un des bancs, regardant le ciel étoilé, essayant de trouver une réponse dans les constellations que son père adoptif lui avait appris à identifier. Mais au lieu de réponse, tout ce qu'il trouva fut plus de confusion. Les étoiles semblaient lointaines, inaccessibles, et il sentait que le lien avec son passé s'effaçait rapidement. Ce qu'il redoutait le plus, c'était qu'en essayant de se reconnecter avec Alexandre, ils finissent par perdre complètement le Romain qu'il connaissait. « Je ne sais pas comment continuer », murmura-t-il dans le vide qui l'entoure. « Je ne sais pas comment être deux personnes en même temps. » Alexandre savait qu'il devait prendre une décision, mais cette décision semblait impossible. Il était coincé entre deux mondes, deux passés, et il ne voyait pas de chemin qui le conduirait vers un avenir où il pourrait être entier. Lorsqu'il retourna enfin à l'atelier, épuisé et émotionnellement vidé, il savait que quelque chose devait changer. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette confusion. Mais ce qu'il ignorait, c'est que pour trouver la paix, il devrait affronter ses peurs les plus profondes et prendre une décision qui changerait sa vie à jamais. Les jours qui suivirent sa visite à la maison où il avait grandi furent les plus difficiles pour Alexandre. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'incertitude et la douleur causée par sa crise d'identité. À chaque instant, il sentait qu'il s'éloignait de tous ceux qui l'entouraient, y compris de lui-même. Quelque chose devait changer, mais il ne savait pas par où commencer. C'est alors qu'un matin froid et nuageux, Alexandre prit une décision. Il savait qu'il ne pouvait plus éviter son passé et qu'il devait affronter la vérité sur qui il était vraiment. Et la seule façon de le faire était de confronter sa nouvelle réalité. Il décida de retourner au manoir des Moreau et cette fois, d'essayer de se reconnecter avec Édouard et Marianne, les parents qu'il avait perdus et retrouvés. Une fois la décision prise,
Alexandre ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement parce qu'il avait enfin pris une décision qui pourrait lui apporter une certaine paix, et appréhension parce qu'il savait que cette décision signifierait affronter des émotions qu'il n'était pas prêt à gérer. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à fuir indéfiniment. Le lendemain, Alexandre se prépara à retourner au manoir. Il enfila des vêtements simples, comme ceux qu'il portait toujours, mais qui lui semblaient de maintenant étranges sur son corps. Il prit le collier qu'il avait toujours porté et le mit autour de son cou, ressentant le poids de cet objet qui, d'une certaine manière, symbolisait le pont entre ces deux identités. Le voyage jusqu'au manoir se déroula en silence, mais à la différence de la dernière fois, Alexandre ressentait une détermination croissante en lui. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à essayer. Il ne savait pas ce qui l'attendait au manoir, mais il était prêt à tout. Lorsqu'il arriva sur la propriété, le manoir des Moreau se dressait imposant devant lui, un symbole de la vie qu'il n'avait jamais connue. Il s'arrêta un moment, observant la grandeur du lieu, se sentant petit devant elle. Mais ensuite, il prit une profonde inspiration et continua, déterminé à aller de l'avant. Édouard était dans son bureau quand Alexandre arriva. En entendant le bruit de la porte s'ouvrir, il se retourna et fut surpris de voir son fils là, debout à l'entrée. Un mélange de joie et d'inquiétude l'envahit. « Alexandre !» dit Édouard d'une voix basse, essayant de cacher l'émotion qui le dominait. « Tu es revenu. » Alexandre hocha la tête, sentant le poids du moment. « Oui, je suis revenu. Nous devons parler. » Édouard indiqua une chaise à côté de la table, et Alexandre s'assit, se sentant un peu plus à l'aise que la dernière fois. Il y avait une tension dans l'air, mais aussi un espoir que cette conversation puisse mener à quelque chose de positif. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Alexandre, essayant de trouver les mots justes, « à tout ce qui s'est passé, à qui je suis, ou à qui je dois être. Et je pense que je ne peux plus continuer à fuir. J'ai besoin de comprendre mon histoire, j'ai besoin de me reconnecter avec vous, mais en même temps, je ne sais pas comment. » Édouard écouta attentivement, ressentant le poids des mots de son fils. Il savait qu'Alexandre était à une croisée des chemins et que toute décision qu'il prendrait serait difficile. « Alexandre, je sais que c'est beaucoup à digérer, » dit Édouard d'une voix pleine de compréhension. « Et je ne m'attends pas à ce que tu aies toutes les réponses maintenant. Mais je suis là pour t'aider, quel que soit le chemin que tu décides de suivre. Je ne sais pas si je peux être celui que vous attendez que je sois, » avoua Alexandre, en regardant ses mains qui étaient entrelacées sur ses genoux. « J'ai vécu toute ma vie en tant que Romain. Je suis Romain, mais maintenant je sais aussi que je suis Alexandre et cela me perturbe. » Édouard s'approcha, sentant que c'était le moment de parler de cœur à cœur. « Alexandre, nous ne voulons pas que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Nous n'attendons pas que tu te transformes en quelqu'un d'autre. Nous voulons simplement que tu saches que nous sommes ta famille, que nous l'avons toujours été, et que nous sommes ici pour t'aider à découvrir qui tu es vraiment. » Alexandre leva les yeux, croisant le regard d'Édouard. « Je veux essayer. Je ne sais pas comment ce sera, mais je suis prêt à essayer. » « C'est tout ce que nous demandons, » dit Édouard, avec un sourire gentil. « Faisons un pas à la fois. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup. Nous allons découvrir cela ensemble. » La conversation se poursuivit pendant encore un moment, Alexandre partageant ses peurs et ses insécurités, et Édouard offrant soutien et encouragement. Peu à peu, Alexandre commença à se sentir plus à l'aise avec l'idée de se reconnecter avec ses parents biologiques, bien que cette idée reste encore pleine de défis. Ce soir-là, Marianne, qui avait été informée par Édouard du retour d'Alexandre, prépara un dîner spécial. Elle était nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. C'était la première fois qu'ils se réunissaient en famille, et elle voulait que tout soit parfait. Lorsque le dîner fut servi, la tension dans l'air était palpable, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. Marianne et Édouard étaient moches et prudents, essayant de ne pas mettre la pression sur Alexandre, mais en même temps, ils se sentaient reconnaissants qu'il soit là, essayant de se reconnecter. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation devint plus facile, et Alexandre commença à se sentir moins déplacé.
Il était encore loin de se sentir complètement chez lui, mais il commençait à croire que cela pourrait être possible, un jour. Alors que la soirée touchait à sa fin, Alexandre se retrouva seul dans le jardin du manoir, regardant le ciel étoilé. Il ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il y avait encore beaucoup de questions sans réponse, et il savait que la route à venir serait longue et difficile. Mais pour la première fois, il était prêt à aller de l'avant, prêt à essayer d'être Alexandre et Romain en même temps. Le retour d'Alexandre au manoir Moreau fut une étape cruciale dans son parcours de réconciliation avec son passé. Mais le chemin pour accepter sa nouvelle identité était encore long et incertain. Chaque jour, il s'efforçait de s'adapter à l'idée d'être Alexandre Moreau, fils d'Édouard et de Marianne. Cependant, même avec une acceptation croissante, il se sentait toujours pris entre deux vies, deux identités qui semblaient s'opposer. Marianne, quant à elle, vivait un tourbillon d'émotions. La joie de retrouver son fils était accompagnée d'une prudence constante. Elle savait que le moindre faux pas pouvait éloigner Alexandre à nouveau. Mais son amour pour lui était si grand qu'elle était prête à tout pour reconstruire le lien qui avait été perdu depuis tant d'années. Depuis la première soirée où ils avaient dîné ensemble, Marianne s'était assurée d'être présente pour Alexandre, sans jamais être envahissante. Elle préparait ses plats préférés, souvenir d'une époque où il était petit, essayant de raviver en lui quelques mémoires oubliées. Pourtant, elle le faisait avec délicatesse, sans jamais le pousser, mais en lui montrant clairement qu'elle était là pour lui, dès qu'il serait prêt à s'ouvrir. Alexandre ressentait l'affection de Marianne, mais aussi la pression implicite de répondre à ses attentes, même si celle-ci n'était pas explicitement formulée. Il voulait rendre l'amour de sa mère, mais il était prisonnier d'un réseau de doutes et d'incertitudes qui rendait cette connexion difficile. Il y avait des moments où il avait envie de fuir à nouveau, mais il savait que cela ne ferait qu'aggraver la douleur de tous les concernés. Un jour, alors qu'il arpentait les couloirs du manoir, Alexandre trouva Marianne dans la chambre qui avait été la sienne avant l'accident. La chambre avait été conservée exactement telle qu'elle était 20 ans plus tôt, comme si le temps s'était arrêté là. Les jouets, les livres, le lit, tout était intact, un sanctuaire du passé. Marianne était assise au bord du lit, tenant un ours en peluche qu'Alexandre emportait partout avec lui. Elle leva les yeux vers lui lorsqu'il entra, et Alexandre vit l'éclat d'espoir dans ses yeux. C'était comme si, à cet instant, elle espérait qu'il se souvienne de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait confirmer qu'Alexandre était encore là, quelque part en lui. « Je tenais cet ours en peluche pendant que tu dormais », dit Marianne avec un sourire triste. « Tu ne pouvais pas dormir sans lui. » Alexandre ressentit un pincement au cœur en entendant cela. Il voulait désespérément se souvenir, ressentir cette connexion avec le passé, mais aussi fort qu'il essayait, les souvenirs restaient hors de portée. « Je suis désolé, maman, » répondit-il, utilisant le terme avec hésitation. « J'aimerais pouvoir me souvenir, mais tout est flou. » Marianne reposa l'ours en peluche sur le lit et se leva, marchant jusqu'à Alexandre. Elle prit ses mains, le regardant profondément dans les yeux. « Alexandre, tu n'as pas besoin de te souvenir pour être mon fils. Je sais que c'est difficile, et je ne veux pas que tu te sentes obligé d'être quelque chose que tu n'es pas. Je veux juste que tu saches que je suis là, j'ai toujours été là, et je serai toujours là, peu importe qui tu choisis d'être. » Les mots de Marianne touchèrent profondément Alexandre. Il savait qu'elle essayait d'alléger la pression qu'il ressentait, mais en même temps, cela rendait tout plus réel, plus définitif. Il devait accepter que même s'il ne retrouvait jamais ses souvenirs, il pouvait encore être Alexandre, d'une manière qui ait du sens pour lui. « Merci, maman, » dit-il, la voix nouée par l'émotion. « J'essaie. Je te promets que j'essaie. » Marianne l'embrassa, et Alexandre se laissa aller dans ce câlin, ressentant la chaleur et le réconfort que seule une mère peut offrir. Ce fut un moment de véritable connexion, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois, il se sentit peut-être vraiment capable de faire partie de cette famille, qu'il y avait peut-être une place pour lui ici, malgré toutes les incertitudes. Les jours qui suivirent furent marqués par de petits progrès dans la relation entre Alexandre et ses parents. Il commença à passer plus de temps avec Édouard,
l'accompagnant lors de ses visites aux affaires familiales. Bien qu'il se sente encore mal à l'aise avec l'idée d'être l'héritier d'une fortune qu'il connaissait à peine, il était prêt à apprendre, à comprendre ce que cela signifiait d'être un Moreau. Édouard, de son côté, faisait attention à ne pas accabler Alexandre de responsabilités ou d'attentes. Il savait que son fils avait besoin de temps pour s'adapter et il était prêt à attendre aussi longtemps que nécessaire. Chaque moment passé ensemble était une petite victoire, une opportunité de reconstruire la confiance et l'amour qui avaient été perdus. La véritable épreuve pour la famille vint lorsque Marianne suggéra que tous partent ensemble en voyage vers la maison de campagne où tout avait commencé. L'idée était de faire face au passé, en revisitant l'endroit où l'accident avait eu lieu et où Alexandre avait été perdu. Alexandre hésita, mais il savait que ce voyage pourrait être la clé de sa réconciliation complète avec son identité. Avec le soutien d'Édouard et de Marianne, il décida de relever ce défi, conscient que ce voyage marquerait une étape importante dans son cheminement vers l'acceptation de qui il était vraiment. La décision d'Alexandre d'accompagner Édouard et Marianne à la maison de campagne marqua un tournant dans la réconciliation familiale. Le voyage fut soigneusement planifié et la date choisie était symbolique, le 20e anniversaire de l'accident. Bien que le passé pèse encore sur tous, la famille était déterminée à affronter ses souvenirs ensemble. Le jour du départ, la tension était palpable. Marianne prépara les valises avec soin, incluant des objets qu'elle pensait pouvoir apporter du confort et de la familiarité à Alexandre. Pendant ce temps, Édouard organisait tous les détails logistiques, s'assurant que tout soit parfait pour le séjour. Alexandre, quant à lui, ressentait un mélange d'anxiété et de curiosité. Il savait que ce voyage était nécessaire, mais il ne savait pas comment il réagirait en affrontant le lieu où sa vie avait basculé pour toujours. La maison de campagne était située dans une région reculée et pittoresque, entourée de collines verdoyantes et de forêts denses. La route sinueuse qui y menait était la même que celle où l'accident avait eu lieu. Alors que la voiture avançait, Alexandre observait le paysage autour de lui, essayant de trouver un quelconque souvenir. Chaque virage, chaque arbre, semblait porter une ombre du passé, mais rien de concret n'émergeait de son esprit. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la maison de campagne apparut à l'horizon. C'était une vieille bâtisse bien entretenue, avec des murs en pierre et des fenêtres qui reflétaient le soleil de l'après-midi. Pour Marianne et Édouard, cet endroit évoquait des souvenirs douloureux, mais aussi des moments heureux, lorsque la famille était encore au complet. Pour Alexandre, cependant, c'était un lieu inconnu, chargé d'attentes non comblées. Marianne fut la première à descendre de la voiture, inspirant profondément l'air frais de la montagne. « C'est exactement comme je m'en souvenais », dit-elle, en essayant de garder un ton léger. « J'ai toujours adoré cet endroit. » Alexandre descendit à son tour, ses yeux examinant chaque détail de la maison. Il ne ressentit aucune connexion immédiate, mais il y avait une certaine familiarité dans l'atmosphère, comme si quelque chose était endormi, attendant d'être redécouvert. Il suivit ses parents jusqu'à l'entrée de la maison, où Édouard déverrouilla la porte et les invita à entrer. L'intérieur de la maison était chaleureux, avec des meubles anciens et une cheminée qui donnait à l'ensemble une sensation de confort et d'accueil. Marianne s'efforça de montrer à Alexandre chaque pièce, racontant des histoires de son enfance, de la façon dont ils passaient leurs vacances ici, explorant la nature et profitant du temps en famille. « Ici, c'était là où tu jouais », dit Marianne, en désignant une petite chambre où des jouets anciens étaient encore éparpillés. « Tu adorais construire des châteaux avec des blocs et prétendre que tu étais le roi du monde. » Alexandre regarda la chambre, essayant de s'imaginer là, mais les souvenirs ne revenaient pas. Il sourit à Marianne, appréciant son effort, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. « C'est difficile de croire que j'ai déjà été ici, » avoua-t-il. « Tout semble si lointain. »« Je comprends, » répondit Marianne, lui prenant la main. « Tu n'as pas besoin de te forcer. Rien que le fait que tu sois ici signifie déjà beaucoup pour nous. » L'après-midi passa lentement, la famille explorant les alentours de la maison. Ils se promenèrent dans la forêt, suivirent la rivière qui coulait derrière la maison et visitèrent même l'endroit exact où l'accident avait eu lieu.
Pour Édouard et Marianne, c'était un moment chargé d'émotions. Mais pour Alexandre, cela restait un mystère. Il voulait ressentir quelque chose, se connecter avec le passé, mais le vide dans sa mémoire persistait. Ce soir-là, Marianne prépara un dîner spécial, comme elle avait l'habitude de le faire lors de leur précédent séjour à la maison de campagne. Le menu comprenait les plats préférés d'Alexandre lorsqu'il était enfant, et la table était dressée avec le même soin qu'elle avait toujours eu. Une fois tout prêt, la famille se réunit dans la salle à manger. Le dîner commença dans le silence, chacun se concentrant sur la nourriture. Mais bientôt, la conversation s'anima. Marianne et Édouard partagèrent des anecdotes d'Alexandre enfant, riant des moments drôles et émouvants qu'ils avaient vécus ensemble. Alexandre écoutait attentivement, essayant de capter chaque détail, essayant de se voir dans les histoires qu'il racontait. « Je pense que le meilleur souvenir que j'ai d'ici, c'est quand tu as essayé de pêcher pour la première fois dans la rivière, » dit Édouard, un sourire nostalgique aux lèvres. Tu étais si déterminé à attraper un poisson, mais tu as fini par tomber dans l'eau. Tu es rentré à la maison trempé, sans un seul poisson, mais avec un sourire qui illuminait ton visage. Alexandre rit avec ses parents, imaginant la scène. Même s'il ne pouvait pas s'en souvenir, il pouvait sentir l'amour et l'affection qu'il mettait dans ses histoires. « J'aimerais m'en souvenir, » dit-il sincèrement. « J'aimerais pouvoir partager ces souvenirs avec vous. »« Ne t'inquiète pas, mon fils, » dit Édouard en posant sa main sur celle d'Alexandre. « Nous sommes là pour nous souvenir à ta place. Et qui sait, peut-être que ces souvenirs reviendront avec le temps. Mais s'ils ne reviennent pas, nous pouvons créer de nouveaux souvenirs ensemble. » Marianne acquiesça, les larmes aux yeux. « Le plus important, c'est que nous soyons ensemble maintenant et que nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour reconstruire notre famille. » Au fur et à mesure que le dîner avançait, Alexandre commença à ressentir quelque chose de différent. Même s'il ne pouvait pas encore tout se rappeler, il commençait à comprendre que sa connexion avec Édouard et Marianne ne devait pas seulement dépendre des souvenirs du passé. Il pouvait construire quelque chose de nouveau, quelque chose de solide, basé sur l'amour et l'acceptation que ses parents lui offraient. Lorsque la nuit toucha à sa fin et que la famille se préparait à se reposer, Alexandre sentit qu'il y avait eu un changement en lui. Il était toujours Romain, le jeune mécanicien qui avait grandi dans un petit village, mais il commençait aussi à accepter qu'il était Alexandre, le fils d'Édouard et Marianne. Et même si le chemin serait difficile, il était déterminé à aller de l'avant pour découvrir comment ces deux identités pouvaient coexister. Le matin suivant, le dîner de réconciliation apporta une nouvelle perspective à Alexandre. En se réveillant dans la maison de campagne, il ressentit un calme inattendu. L'environnement autour de lui semblait plus familier, comme si le temps qu'il avait passé ici dans son enfance commençait lentement à émerger des ombres de l'oubli. Alors que les premiers rayons de soleil pénétraient par les fenêtres, il décida de sortir pour se promener seul autour de la maison. Marianne et Édouard dormaient encore, alors il profita de la tranquillité du matin pour réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis qu'il avait retrouvé ses parents biologiques. Sa promenade le mena jusqu'à la rivière où Édouard avait mentionné l'épisode de sa première tentative de pêche. Alexandre s'assit au bord, observant le courant. Il essaya de s'imaginer là, comme un enfant. Mais bien que les souvenirs ne soient toujours pas clairs, il ressentit une connexion plus profonde avec cet endroit. C'était comme si, petit à petit, il retrouvait le chemin de ce qu'il avait perdu. Après un certain temps, Alexandre retourna à la maison, où il trouva Marianne dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Elle lui sourit en le voyant entrer, et une légèreté nouvelle se lisait sur son visage. « Bonjour mon chéri », dit-elle en lui servant une tasse de café. « Comment s'est passée ta promenade ?»« C'était bien », répondit Alexandre en acceptant la tasse avec gratitude. « Je pense que je commence à me sentir plus à l'aise ici. C'est étrange, mais en même temps, c'est réconfortant. »« Je suis heureuse de l'entendre, » répondit Marianne avec un sourire chaleureux. « Tu n'as pas besoin de te presser, Alexandre. Tout vient en son temps. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. » Plus tard, ce matin-là, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la véranda donnant sur les collines verdoyantes, Édouard proposa quelque chose qui surprit Alexandre. « Je pensais, Alexandre, si tu le souhaites, nous pourrions faire de cette maison un lieu pour créer de nouveaux souvenirs ensemble. »
Nous n'avons pas besoin de laisser le passé derrière nous, mais nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Qu'en penses-tu ? L'idée résonna en Alexandre d'une manière inattendue. Il avait toujours mené une vie simple en tant que Romain, travaillant comme mécanicien et vivant une routine tranquille. Mais maintenant, la possibilité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui allierait son passé et son présent, semblait une opportunité qu'il ne voulait pas laisser passer. « J'aimerais cela », répondit-il après un moment de réflexion. « Je pense que ce serait bien pour nous tous. » La décision d'Alexandre marqua le début d'une nouvelle phase de sa vie. Il savait que le chemin à venir serait encore plein de défis, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était maître de son propre destin. Il n'avait pas besoin de choisir entre être Romain ou Alexandre. Il pouvait être les deux, en intégrant les parties de sa vie qui l'avaient façonné. Les jours suivants furent consacrés à de petits projets dans la maison de campagne. Alexandre s'investit dans l'entretien du lieu, aidant Édouard à réparer diverses choses autour de la propriété et s'occupant du jardin avec Marianne. L'activité physique et le contact avec la nature l'aidèrent à trouver une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. De plus, Édouard commença à introduire Alexandre dans les affaires familiales, mais d'une manière qui ne soit pas écrasante. Il voulait que son fils se sente à l'aise, sans la pression de devoir endosser un rôle qui ne lui conviendrait pas. Alexandre montra de l'intérêt, mais il précisa qu'il souhaitait trouver un équilibre entre son travail de mécanicien et son implication dans les affaires familiales. « Je ne veux pas abandonner ce que je suis », expliqua-t-il à Édouard. « La mécanique fait partie de moi, elle me donne un sentiment d'accomplissement. Mais je suis prêt à en apprendre davantage sur ce que signifie être un Moreau. Je veux aider, mais d'une manière qui me permette aussi de rester moi-même. » Édouard respecta la décision de son fils, admirant sa détermination à trouver un chemin qui ait du sens pour lui. « Je suis fier de toi, Alexandre. Tu n'as pas besoin de te conformer à quoi que ce soit qui ne soit pas authentique pour toi. Nous allons trouver une façon d'intégrer tes passions à ce que nous faisons. » Au fil du temps, Alexandre réalisa qu'il commençait à trouver un nouvel équilibre. Il restait en contact avec son ancienne vie en tant que Romain, visitant l'atelier et les amis qu'il s'était fait au fil des ans, mais il commençait aussi à se sentir plus à l'aise avec son identité d'Alexandre Moreau. Il comprit que les deux vies n'avaient pas besoin d'être mutuellement exclusives. Elles pouvaient coexister d'une manière qui le renforcerait. Le séjour à la maison de campagne se termina avec un sentiment de renouveau. Quand il fut temps de retourner en ville, Alexandre se sentit plus prêt à affronter l'avenir. Il savait que le chemin à venir comporterait encore des défis, mais il les abordait désormais avec une nouvelle perspective. Sur le chemin du retour, tandis que la voiture empruntait les mêmes routes sinueuses, Alexandre regarda par la fenêtre et pour la première fois ressentit une paix intérieure. Il n'avait plus besoin de choisir entre qui il était et qui il devait être. Il pouvait être les deux, et cela lui suffisait. De retour au manoir, la vie d'Alexandre continua de se dérouler de manière inattendue, mais cette fois, il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Il avait trouvé son identité, non pas en un seul mot ou souvenir, mais dans la fusion de tout ce qu'il avait vécu et expérimenté. Et avec cela, il était prêt à construire un avenir où il pourrait être véritablement lui-même.